Bon, je vais déjà me présenter en effet après cette introduction. Merci à toutes et à tous d'être présents ici dans cette salle. Merci infiniment à toute l'équipe d'Octo de m'avoir invité. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors vous voyez, je brise les codes tout de suite. Je ne me mets pas debout et je ne vais pas gesticuler. Et je ne vais pas traverser la scène qui d'ailleurs est toute petite. Donc je vais adopter la posture stéréotypée du philosophe qui est assis. Et j'aurais pu prendre une table aussi et une chaise, mais bon, c'est dommage, j'aurais pu aussi circuler autour de vous. En l'occurrence, c'est pas ce que je vais adopter, en tout cas ici maintenant pour des raisons techniques avant tout. Je suis venu donc vous parler d'une chose, c'est que on définit aujourd'hui l'industrie comme étant la source de tous nos maux. En grande partie à juste titre. Et il est impératif, à mon sens, de rouvrir la question de l'industrie, et en particulier de rouvrir cette question en posant le problème de l'industrie ouverte. Alors je vais essayer de vous présenter le plus précisément possible ce qu'on peut entendre par industrie ouverte. Je vais d'abord nous replacer dans notre monde. Alors il se trouve que vous avez pu entendre dans d'autres interventions et partout dans les médias l'état du monde dans lequel nous étions. Mais ce monde est d'abord constitué par un ensemble de blessures narcissiques que l'espèce humaine a désormais relativement bien intégrées comme étant un état de fait, mais beaucoup moins comme étant un moteur pour l'action. D'abord, nous avons à peu près toutes et toutes intégré le fait que la Terre n'est plus au centre du monde. Deuxièmement, nous avons intégré que l'espèce humaine était le produit d'une évolution. Troisièmement, que la vie de l'esprit, c'est-à-dire la conscience et la raison, n'étaient pas uniquement ce qui nous définissait, mais également l'inconscient. Et nous avons appris plus récemment que d'autres êtres que nous-mêmes, non seulement vivent, mais sentent et pensent, voire ont une culture. C'est tous les travaux autour de la culture animale, par exemple. Ça a mis longtemps, mais on commence à s'ouvrir à ces questions-là. Dernière blessure narcissique, la plus difficile à entendre suite à la modernité, c'est la blessure de prendre conscience des effets de notre activité sur Terre. Cette blessure est peut-être la plus difficile aujourd'hui, puisque être actif pour un être humain, c'est quasiment ce qui nous détermine, c'est ce qui nous motive dans l'existence. On peut appeler ça emploi ou travail, mais la plupart du temps, c'est l'activité qui compte. D'ailleurs, quand on est privé d'emploi ou quand on a terminé sa carrière professionnelle, on a encore besoin d'être actif pour des besoins de reconnaissance sociale, pour des sentiments d'utilité dans la société, comme on dit parfois, mais parce que foncièrement, nous sommes des êtres qui sommes actifs et qui ont besoin de cette activité pour se sentir vivants. Or, collectivement, nous avons désormais conscience que cette activité se retourne contre nous, devient nuisible, néfaste, destructrice, en tout cas de plus en plus. Il est même difficile, à l'échelle individuelle, de savoir finalement ce que l'on aura fait depuis que l'on est actif aura eu tel ou tel effet, puisque on est actif, mais rarement on revient sur ce que cette activité produit réellement, l'ensemble de ses conséquences. C'est même quelque chose qui nous dépasse. Et c'est l'un des freins majeurs au passage à l'acte lorsque la prise de conscience de ce qu'on appelle l'impact négatif existe pour un individu, pour un groupe, parfois pour une collectivité plus importante, de se dire mais j'en ai conscience, ça me touche, j'y suis sensible, mais dans quelle mesure je peux véritablement agir, avoir un effet sur la situation. Donc, ces blessures narcissiques qui ont mis un temps long historique, en gros depuis l'avènement de la modernité au XVIIe siècle, sont désormais intégrées, ou en tout cas, une grande majorité de personnes savent de quoi il s'agit et en ont entendu parler, et parfois ça a modifié leur représentation du monde et peut-être motivé certains types d'actions.
Mais il se trouve qu'on le replace désormais dans une conscience de la finitude. Parce que ce qui caractérise les êtres humains, c'est non seulement qu'ils ont conscience d'eux-mêmes, mais c'est qu'ils ont conscience de leur finitude. La finitude de leur puissance, la finitude de leur intelligence, la finitude de leur vie. Et en même temps, on ne cesse d'aspirer à l'infinitude. La vie humaine, c'est accepter la finitude et chercher à s'infinitiser. Et on s'infinitise comment ? Collectivement, en œuvrant, en faisant des choses qui durent plus longtemps que notre existence, qui ont des effets à plus long terme que ceux qu'on pouvait soi-même produire. Ça peut être à travers la reproduction, la construction d'une famille, la construction d'une culture, et finalement l'histoire des civilisations. Sauf que ce que l'on sait aujourd'hui, et depuis longtemps en réalité, mais on l'a oublié, c'est que les civilisations aussi sont finies. Elles aussi ont une histoire, et le siècle dernier qui est passé, celui des grandes catastrophes, des grands désastres, les 2 guerres mondiales et un certain nombre de catastrophes écologiques, nous ont rappelé que notre civilisation, qui est la civilisation dominante aujourd'hui, dite la civilisation moderne occidentale, était en réalité, elle aussi, finie. On n'en connaît pas le terme et on ne souhaite pas que ce terme arrive tout de suite, évidemment. On espère que ça puisse durer, voire on travaille pour que ça puisse durer. Cependant, comme vous le savez toutes et tous, les fondements même de cette civilisation sont aujourd'hui remis en question par rapport aux effets qu'on produit et cette conscience de la finitude. L'enjeu, c'est de savoir comment une activité qui prend place dans cette histoire et dans cet état de fait peut encore se nommer industrie. Alors la première manière dont on entend l'industrie, c'est comme ça qu'on l'entend en anglais notamment, c'est simplement l'activité humaine. Et ça désigne même l'habileté de l'être humain à faire quelque chose, avant toute considération qui relèverait de ce qu'on appelle la révolution industrielle, la modernité industrielle, l'industrie telle qu'elle existe partout sur Terre aujourd'hui. Peut-on encore continuer l'activité industrielle ? Les plus radicaux dans l'écologie disent « l'industrie est à l'origine de toutes nos difficultés et même peut-être de tout ce qu'on ne doit plus faire aujourd'hui, il est impératif d'arrêter l'industrie. » Ce n'est pas la position que j'adopterai, mais je peux la comprendre. Mais il n'est pas sûr que ça soit d'une très grande responsabilité de dire « nous allons arrêter l'industrie ». D'abord, quelle industrie ? Toutes les industries. Comment on va les arrêter ? En combien de temps ? Arrêter l'industrie nucléaire, par exemple, ça ne se fait pas en quelques semaines, ça se fait en quelques décennies. Comment on va démanteler ? Quoi on va démanteler ? Et qui on va mettre au travail pour ce démantèlement ? Et ensuite, une fois qu'on a démantelé, que fait-on ? Est-ce qu'on retourne, comme certains ont pu ironiser, à un état antérieur de la société, dit pré-industriel, ou bien bucolique, ou bien sauvage, que sais-je encore, de manière plus ou moins condescendante, ou de manière plus ou moins amusante ? Il n'empêche que on vit dans l'idée que l'industrie est devenue, en quelque sorte, la loi de la nature humaine. C'est le sens de l'histoire. On ne peut pas sortir de l'industrie. Pourtant, à partir des années 1970, comme vous le savez sans doute, on a parlé de l'ère post-industrielle. Ça s'est réaffirmé dans les années 1980 et il nous arrive encore d'en parler. On serait passé à autre chose que l'industrie. Je pense que c'est totalement faux. En réalité, nous sommes dans une ère hyper-industrielle, pour emprunter un mot qui vient du philosophe Bernard Stiegler. À savoir que l'industrie ne s'est pas arrêtée. On n'a pas arrêté d'industrialiser. Il y a eu de la désindustrialisation suite à un certain nombre d'événements économiques, un certain nombre de décisions politiques, un certain nombre de transferts entre pays, mais il n'y a pas eu comme tel de passage à autre chose que l'industrie. On désignait par là le passage de l'industrie lourde à l'industrie des services, à l'industrie des loisirs, et aujourd'hui on dirait à l'industrie dématérialisée ou numérique, qui est bien sûr hyper matérielle et certainement pas
dématérialisée. Alors, au lieu de penser que nous sommes à l'ère post-industrielle, nous sommes bien à l'ère industrielle, et même hyper-industrielle. Elle a continué, elle s'est intensifiée, et désormais, elle concerne l'ensemble des échelles de la réalité. C'est-à-dire qu'on intervient industriellement depuis le nanométrique jusqu'au cosmique. S'il y a eu quelque chose comme une transformation de l'industrie, eh bien c'est cette transformation-là, peut-être, qu'il faudrait désigner, c'est-à-dire une intensification à des niveaux d'échelle qui jusqu'à présent n'existaient pas. Ce qui permet de revenir sur cet enjeu de l'industrie, et notamment de ce que je vais vous présenter maintenant, à savoir l'industrie ouverte, c'est de se dire, pour ouvrir la question de l'industrie, il faut repenser l'industrie. Pour ça, il faut faire d'abord deux choses. La première chose, c'est qu'il faut repenser l'industrie en rapport avec la technique. La technique, c'est le propre de l'humain. L'humain est ce qu'il est parce qu'il s'extériorise à travers des objets techniques et qu'il les intériorise en retour comme forme symbolique, mais qui intervient aussi sur sa structure. C'est-à-dire que notre corps et notre esprit sont ce qu'ils sont parce que nous passons notre temps, au cours de notre évolution humaine, à extérioriser nos fonctions biologiques dans des objets techniques qui nous façonnent en retour. Jusqu'au niveau le plus élevé de ce qu'est l'être humain, la culture, la religion, la spiritualité en général. Quoi qu'il en soit, repenser l'industrie en reposant la question de l'industrie, c'est la replacer dans la question de la technique, à condition de considérer que la technique ne désigne pas uniquement des objets matériels, des objets utilitaires, des marchandises et des outils. Or, que ça soit dans le monde industriel, dans le monde de l'ingénieur, dans le monde des scientifiques, dans le monde des philosophes, dans le monde de la culture en général, la plupart du temps, on réduit les objets techniques à l'un de ces éléments-là ou à l'une de ces figures-là, ce qui nous empêche de comprendre ce qui est en jeu et de différencier les différents régimes techniques qui sont impliqués. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de considérer qu'il n'y a pas d'opposition directe entre technique et culture, et enfin, qu'il n'y a pas d'opposition directe non plus entre technique et nature. En clair, reposer la question de l'industrie, c'est reposer la question de la technique à travers la relation avec la nature et la relation avec la culture. Le deuxième point, c'est comment à ce moment-là on considère l'industrie dans le temps long. Il faut replacer l'industrie dans la technique d'abord et replacer ensuite l'industrie dans le temps long. Ça, c'est une posture qui est plus récente, qui consiste à dire que l'industrie n'est pas née au XVIIIe siècle avec ce qu'on a appelé la révolution industrielle en Angleterre, avec James Watt et Boulton, et ensuite son développement en Belgique, finalement dans le monde entier. L'industrie préexiste à ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Alors on pourra l'appeler proto-industrie si on veut. En réalité, c'est déjà de l'industrie. Alors vous me direz, tout dépend de la définition qu'on se donne de l'industrie et donc des critères de l'industrie. De manière un peu provocatrice, je vous dirais que pour moi, l'industrie est relativement indissociable de toute l'histoire évolutive de l'espèce humaine. C'est-à-dire que d'emblée, avec des preuves archéologiques établies, il y a quasiment toujours déjà industrie avec l'humanité. Cela signifie que l'industrie existe depuis qu'il y a l'espèce humaine, et c'est l'industrie qui se modifie au cours du temps, et vous appellerez ça révolution si vous voulez. En fait, depuis le paléolithique supérieur au moins, il y a industrie. Si par exemple vous avez comme critère le critère de la division du travail, on a pu observer dans un certain nombre d'ateliers
de fabrication de pointe de flèche une division du travail entre, par exemple, l'extraction, le dégrossissage des pierres, puis le raffinage. Ensuite, si vous avez comme autre critère la standardisation, la reproduction d'exemplaires identiques en de grandes quantités, eh bien, cette industrie paléolithique correspond également à ce critère. Si vous prenez le critère de la concentration du travail en un lieu défini, là où se trouve la ressource, eh bien, ça fonctionne encore. Si vous ajoutez la question de l'énergie, là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire des distinctions qui nous amènent à un temps plus proche de nous. Par exemple, si vous considérez que l'industrie, c'est ce qui est produit à partir d'une énergie artificielle et qui n'est plus une énergie naturelle, comme l'énergie humaine, l'énergie animale ou l'énergie éolienne ou l'énergie hydraulique, eh bien effectivement, là, la première énergie artificielle qui a été inventée par les êtres humains, c'est l'énergie de la vapeur. Mais si vous ne le replacez pas dans des enjeux sociopolitiques, en fait, vous ne comprenez pas quelque chose qui est assez étrange, c'est que l'énergie de la vapeur a été inventée dans l'Antiquité grecque. C'est Ctésibios de Samos, avec son néolipile, qui avait produit simplement comme type de démonstration un objet sphérique avec deux échappements en position contradictoire sur un axe, avec un foyer en dessous et qui tournait. Pourquoi ça n'a pas été utilisé? Autre exemple, la question des automates, la robotisation, qui se met en place depuis les années 1980 environ dans la plupart des chaînes de production, notamment dans l'automobile, et qui se poursuit aujourd'hui. On pourrait dire c'est très récent. En tout cas, l'idée de l'automatisation de la production date au moins d'Aristote. Vous avez un passage de la politique d'Aristote qui dit quelque chose d'assez incroyable. Il dit si les navettes fonctionnaient d'elles-mêmes, il parle du tissage, si les marteaux frappaient d'eux-mêmes, etc., etc., s'ils étaient automaton, c'est-à-dire capables de se mouvoir par eux-mêmes. Donc c'est déjà anticipé. Et l'histoire du robot, c'est une très vieille histoire, hein. C'est déjà chez Homère, etc., dans la mythologie, c'est vraiment très ancien. Eh bien, on se rend compte d'une chose, c'est que l'automatisation ne s'est pas faite, l'utilisation de la vapeur ne s'est pas faite, tout simplement parce qu'il y avait une main-d'œuvre corvéable à merci, qui s'appelle l'esclavage. Et en fait, ces progrès techniques-là, si vous les appelez ainsi, cette mobilisation de l'énergie artificielle, cette recherche d'automatisation, n'a pas été faite pour des raisons sociopolitiques. Donc comme on le voit, la technique est bien sûr toujours un enjeu sociotechnique et sociopolitique. On ne peut pas la dissocier de cette manière. Ce qui veut dire que ce qu'on a appelé souvent progrès et qu'on voit de manière linéaire est bien plus complexe que ça en réalité. Et s'il s'agit de rouvrir la question de l'industrie, il faut aussi rouvrir la question du progrès. C'est ce que j'ai essayé de poser comme question avec Jean-Hugues Barthélemy dans un ouvrage qui s'appelle « Écologie et technologie, redéfinir le progrès » après Simondon. Une fois qu'on a replacé l'industrie dans le temps long, et qu'on se rend compte que, par exemple, avec les historiens de l'industrie, l'industrie dans l'Antiquité, ça existe, l'industrie au Moyen-Âge, ça existe, l'industrie à la Renaissance, ça existe. Allez voir ce que c'est que produire des navires dans la Venise du XVe siècle ou du XVIe siècle. Si là, il n'y a pas industrie, je ne sais pas de quoi on parle, hein. On parle de centaines et de centaines de navires, de milliers d'ouvriers, de division du travail, d'organisation de la production, de chaînes qui sont déjà mises en place, etc., etc. Une fois qu'on a fait ces deux gestes, de quoi parle-t-on quand on parle d'industrie ouverte? Pourquoi y aurait-il une industrie fermée et en quoi y aurait-il une industrie ouverte? D'une certaine manière, on pourrait croire a priori que l'industrie est toujours fermée alors que l'artisanat serait toujours ouvert. En effet, il y a des schèmes d'ouverture dans l'artisanat qui sont par exemple
le fait que l'artisan construit son objet directement par la perception et l'action du corps, sans intermédiaire autre que des outils simples. Il est donc dans un rapport d'ouverture à l'intérieur d'un processus où il peut ajuster au fur et à mesure ses gestes, les pièces, et parvenir à un objet qui soit fonctionnel. Deuxième principe d'ouverture, la plupart des objets artisanaux sont des objets qui sont réparables. C'est-à-dire que s'il y a une pièce défectueuse, on peut la retirer, la modifier et la replacer, comme dans le mobilier par exemple, comme dans les vêtements, et même comme dans certaines maisons vernaculaires ou artisanales. Mais il y a des schèmes de fermeture aussi. Par exemple, l'artisanat, surtout l'artisanat d'excellence, est souvent un artisanat qui fonctionne dans la transmission de maître à disciple, avec des recettes qui sont jalousement gardées, et qui est une sorte d'équivalent du brevet, de la patente, pour protéger les innovations des ingénieurs dans le monde industriel moderne. Et il faut toute une initiation pour parvenir à prendre connaissance des bons gestes, des bons outils, et d'arriver à continuer à conserver la position qu'on a dans le système économique artisanal pour réussir à vendre ses produits. Il y a d'autres types de fermetures. C'est que bien souvent, l'objet artisanal, dès qu'il est réalisé, eh bien, il n'est pas rationnellement déterminé, il n'est pas scientifiquement élaboré à partir de lois qui sont universalisables. On est dans un principe d'essai et d'erreur, d'approche par touche et de très lente amélioration. Il y a peu de ce qu'on appelle innovation de rupture dans le monde artisanal. Qu'en est-il de l'industrie ? Si on considère que l'industrie n'est pas l'artisanat, j'ai tendance à penser qu'il y a une industrie artisanale. Et c'est peut-être vers cela qu'il faudrait aller en termes d'industrie ouverte. L'industrie, en quoi est-elle fermée ? Elle est fermée quasiment à tous les étages. Il se trouve que l'industrie est fermée avant tout parce qu'elle rend strictement impossible, pour la plupart des produits jusqu'ici, la connaissance du fonctionnement, la maintenance ou l'entretien de l'objet, la réparation et l'amélioration. Le schème industriel majeur, dominant, c'est celui-là. On doit mettre à distance l'utilisateur, qui n'est pas le concepteur, qui n'est pas le producteur, et qui n'a qu'une connaissance extraordinairement limitée du fonctionnement de l'objet. On crée un lien de dépendance avec le concepteur et le producteur, voire avec le distributeur, notamment, par exemple, quand vous achetez un ordinateur à la Fnac ou ailleurs. Vous vous retrouvez donc dans une position qui est une position de confrontation, où lorsqu'un dysfonctionnement a lieu, vous êtes démuni, dépourvu de moyens d'action, frustré, et parfois tenté par des actes de violence directe à l'égard de l'objet, qui devient un objet symbolique de votre frustration. Les fameuses vidéos virales, vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, du type qui prend son clavier et qui défonce l'écran de l'ordinateur parce qu'il est incapable d'intervenir sur la panne, parce qu'il est privé de toute connaissance du fonctionnement. Premièrement. Deuxièmement, vous avez une fermeture matérielle évidente sur la plupart des objets techniques produits par l'industrie. C'est-à-dire qu'il est la plupart du temps impossible de démonter, c'est-à-dire d'abord d'ouvrir la coque protectrice, ensuite de démonter les éléments et enfin de pouvoir les substituer s'il y a des pièces détachées disponibles et les améliorer quand la structure et le type de fonctionnement le permettent. Alors, il y a des raisons nombreuses à cela. Il peut y avoir des raisons de sécurité. Parfois, il vaut mieux que ça ne soit pas ouvert pour éviter l'exposition à des agents chimiques, à des agents thermiques, à des agents mécaniques qui peuvent occasionner des blessures tout à fait problématiques sur le corps humain, évidemment. Et ça, on le fait par des rivets,
par des soudures, mais aussi par des normes, par des garanties, par des brevets. Si vous touchez, vous perdez tel ou tel aspect de l'objet sur ce point-là. Vous avez aussi d'autres formes de fermeture qui sont des formes que je viens de dénoncer rapidement, plutôt réglementaires et normatives, qui fait que la connaissance ne circule pas entre les différentes industries pour protéger l'innovation à travers le droit d'auteur et le droit de propriété. Vous avez des normes aussi qui interdisent certaines bifurcations ou certaines ouvertures, parfois des lois. Si vous êtes dans le monde de l'agriculture, vous les connaissez parfaitement. Vous savez très bien que le vivant a été breveté, qu'il y a un catalogue de semences qui définit strictement ce qui est utilisable par les agriculteurs et que la loi encadre l'activité agricole pour empêcher toute diversification qui ne serait pas déjà normalisée. Et vous avez des exemples partout dans le monde industriel de ce type. Donc on a des modes de fermeture majeurs. Quels sont les modes d'ouverture ? Eh bien, vous prenez ce que je viens d'énoncer et vous l'inversez. C'est-à-dire que, premièrement, vous ouvrez à la connaissance du fonctionnement, si c'est un objet technique qui a un fonctionnement particulier, comme dans le domaine du numérique. Vous ouvrez à l'entretien, vous ouvrez à la réparation, vous ouvrez à l'amélioration. Vous pouvez appeler ça open software, open hardware, open source. Moi, j'appelle ça ouverture en français, tout simplement. Et ça n'est pas vrai que pour le numérique, ça peut être vrai dans n'importe quel type de production industrielle. C'est urgent de reposer la question de l'industrie et de la reposer comme étant une politique générale de l'ouverture. Parce que les effets de la privation du savoir sont destructeurs sur les individus, sur la collectivité, sur la culture. Ça produit un rejet de la technique qui est extrêmement problématique quand vous êtes dans une situation de vie où la technique détermine l'ensemble de nos activités, que ce soit au niveau domestique, au niveau des loisirs ou au niveau du travail. Ça empêche l'innovation, clairement. Je rappelle que la grandeur de la France au XVIIe siècle, comme république des lettres et lieu de circulation des idées, était bien la circulation des idées, et non pas la protection maximale des idées. Chacun garde ses idées, ne les partage surtout avec personne. Bon, les idées arrivent toujours à passer, vous le savez. Ça s'appelle l'espionnage industriel, par exemple. Ça s'appelle les doubles alliances, ça s'appelle, vous l'appellerez comme vous voudrez, les malveillances ou les petites machineries. Mais en tout cas, la circulation des idées est d'une importance capitale. Ensuite, vous me direz, économiquement, est-ce que c'est viable ? J'y répondrai juste après. La dernière ouverture, qui est l'ouverture peut-être aujourd'hui la plus incontournable, c'est l'ouverture au milieu. On ne peut plus penser l'industrie comme étant une industrie de nulle part, fondée sur une économie de nulle part. L'industrie ouverte est nécessairement territorialisée, et encore mieux, locale. Là, je m'appuie sur des travaux qui sont ceux des années 60 et 70, d'une pensée qu'on appelle l'écologie sociale. Et cette écologie sociale n'est pas du tout primitiviste, ni technolâtre. Elle est entre les deux. Et c'est ma position. Et c'est la seule position défendable pour moi. Donc, contrairement à ce que certains pourraient penser, il ne s'agit pas de retourner à la lampe à huile et aux amiches. Et à cet égard, je trouve qu'il y a beaucoup de mépris sur l'extraordinaire objet technique qu'est une lampe à huile, premièrement, et qui a une durabilité bien plus importante que nos systèmes d'éclairage actuels et qui pourrait nous sauver dans des circonstances tout à fait particulières et montrer son efficacité redoutable. Donc,
c'est mal connaître l'histoire des techniques que de mépriser la lampe à huile, comme c'est mépriser l'histoire des techniques que de considérer qu'un marteau, un harpon ou une scie, ce sont des objets assez limités. En vérité, on n'a jamais fait mieux sur des dizaines de milliers d'années ou presque. La deuxième chose, c'est que le mépris à l'égard des Amish est à mon avis un très mauvais calcul également. Je pense que ces gens, sur certains aspects, sont tout à fait exemplaires. Tout à fait exemplaires. Parce que comme diraient certains, vous devez choisir entre la sobriété et la pauvreté. Je préfère la sobriété, parce que de toute façon, c'est un fait, elle nous sera imposée, elle est déjà en cours, puisque nous sommes en contraction structurelle de matière et d'énergie. Si vous n'aimez pas le mot de décroissance, vous pouvez utiliser cette paraphrase qui sonne comme un discours d'ingénieur. Il n'empêche que c'est un fait. Et peut-être que les Amish ont beaucoup de choses à nous apprendre. Vous n'êtes pas obligé de devenir Amish, mais le devenir Amish est peut-être l'une des voies intéressantes, y compris pour l'industrie. Qu'est-ce que serait qu'une industrie ouverte Amish ? En tout cas, je le pose là, comme provocation à réflexion, et pas juste comme prise de position nécessitant une confrontation. L'industrie ouverte, c'est l'ouverture donc au milieu, en tant qu'il s'agit de réinscrire l'industrie dans les territoires et localement. L'écologie sociale à laquelle je fais référence, qui est donc ni primitiviste ni techniciste, c'est une écologie qui considère que la technologie est libératrice, à condition qu'elle soit pensée autrement qu'une industrie de la domination et une industrie de l'abstraction de toute réalité locale et territoriale. Relocaliser l'industrie, ce n'est pas simplement remettre la bonne vieille industrie là où elle était auparavant, comme on le fait dans ma région, à Dunkerque, pour, par exemple, la production des batteries, en tout cas une partie de la production des batteries qui vont équiper les voitures électriques. Ça va beaucoup plus loin que cela, parce que ça veut dire qu'on part du lieu. Ce qu'a produit l'industrie moderne et ce que détruit de manière majeure l'hyper-industrie actuelle, c'est le lien au lieu. Nous avons un besoin majeur de rétablir le lien au lieu. Donc l'ouverture peut-être la plus importante, et sans doute celle par laquelle il faudrait commencer, c'est l'ouverture au milieu, c'est-à-dire le rétablissement du lien au lieu. Savoir où l'on est et partir de là, et comprendre nos dépendances, et définir ce qui nous importe. Une industrie ouverte, à quelle économie elle correspond ? Une économie ouverte, évidemment, de type écosocial. En tout cas, il me paraît plus que problématique d'avoir une économie écologique qui n'intègre pas la question sociale comme étant aussi importante et déterminante que la question écologique. Écosocial, pour le dire très simplement, ça veut dire que les enjeux écologiques sont indissociables des enjeux sociaux et réciproquement. À chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois que vous mettez en place une activité, elle a des effets écologiques et sociaux. Même si vous focalisez votre attention sur les enjeux écologiques ou sur les enjeux sociaux, il y aura réciprocité. Et vous pourrez créer, par exemple, des inégalités, des injustices d'ordre écosocial. Donc c'est une manière de repenser l'économie qui, évidemment, ne correspond pas au dogme de l'économie standard, néoclassique, et qui verrait, par exemple, même en l'intégrant comme étant un capital, la nature comme ce qui est disponible à la pollution, et dont on devrait évaluer sur un marché les capacités à être polluées. Je suis bien sûr, évidemment, pour une comptabilité à 3 capitales, mais il y a encore un travail considérable à faire, capital naturel, capital humain et capital financier. Je suis pour une finance écologique, je suis pour une gouvernance écologique ou écosociale plus précisément, mais tout cela n'a de sens et ne pourra constituer une société ouverte, au-delà de l'industrie et de l'économie ouverte, qu'à la condition que
on ne réduise pas tout à des mesures d'impact parce qu'on croit bien faire, la plupart du temps dans notre société, à partir de ce qu'on est capable de mesurer. Or, l'incommensurable, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie humaine. Avez-vous quelconque attachement à un lieu, quelconque attachement à des personnes, quelconque attachement à des idées? C'est assez évident qu'elles sont incommensurables. Ces attachements sont incommensurables. Vous n'aurez pas de grille d'évaluation d'impact, de grille d'évaluation de... Il y a du calculable qui est nécessaire, mais il y a aussi de l'incalculable qui fait ce que nous sommes. L'impératif pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à transformer l'industrie pour qu'elle passe de l'industrie ouverte à l'industrie fermée, de transformer l'économie pour qu'elle passe de l'économie standard d'agents rationnels qui calculent leurs intérêts à une économie écosociale qui considère que la nature ne doit pas être considérée comme un objet, comme un stock ou comme un capital valorisé uniquement à travers des pollutions ou comme des services, ce qu'on appelle les services écologiques en économie, mais que véritablement on reparte du lien au lieu. Et que l'activité humaine se définisse comme étant ce qui vient enrichir le monde et non pas l'appauvrir. C'est pour moi assez symptomatique que l'activité humaine, sans doute la plus importante, qui s'appelle l'agriculture, puisque c'est elle qui nous nourrit, ne soit plus définie comme une paysannerie ou comme une culture, mais comme une exploitation. C'est tout à fait symptomatique de ce qu'est devenu notre non-rapport au lieu. Et pour ça, nous avons des penseurs, nous avons des activistes, nous avons parfois des militants, nous avons aussi des ingénieurs, nous avons tout un tas de gens qui savent déjà comment faire. Autrement dit, passer à l'industrie verte, à l'économie écosociale, ce n'est pas une révolution. C'est simplement faire converger ce qui existe déjà. Toutes les solutions sont là dans tous les secteurs. Tous. Depuis une vingtaine d'années que je travaille sur ces questions, en particulier avec des architectes, en particulier avec des designers, je peux vous dire que toutes les solutions alternatives, fonctionnelles et économiquement viables existent par rapport à ce qui domine aujourd'hui. Penser que c'est plus compliqué, c'est plus cher, ça n'est pas viable dans le temps, etc., c'est simplement un discours idéologique. Et il y a énormément d'innovations à venir. Et si le critère, c'est la question de l'emploi, qui pour moi est un critère important, mais ce n'est pas le seul, eh bien il y a des centaines de milliers d'emplois, même sans doute davantage encore par rapport à certaines études. N'oubliez pas que la désindustrialisation forcée par le transfert des industries dans les pays de l'Est, puis en Chine et ailleurs, a fait perdre à la France 2 millions d'emplois. Donc je peux vous dire que toutes les alternatives dont on pourrait parler en détail, par exemple au niveau du mode de production, du côté des low-tech, de l'impression 3D, du kit, du DIY, etc., etc., représentent un potentiel d'emploi tout à fait gigantesque. Gigantesque. Donc il n'y a pas, du point de vue économique, de contraction qui nous mettrait en situation de récession ou de crise majeure. Nous vivons déjà dans une crise systématique qu'il s'agit de dépasser. Et ce dépassement, comme toute crise, la crise ne peut pas être l'état normal du monde. Ça rend les gens fous. Ça nous angoisse terriblement vis-à-vis de l'avenir. La seule condition, c'est de passer d'un état de crise ou de catastrophe généralisée à ce qu'on pourrait appeler un état d'anastrophe, c'est-à-dire de convergence des alternatives et d'élévation collective.
pour éviter de continuer à perpétuer le malheur en ayant conscience de la finitude dont je vous ai parlé au début de cette présentation. Je vous remercie.